Les erreurs à éviter en cas d'activité entrepreneuriale, familiale ou encore proche ou des proches. Ça, c'est un sujet très important. Very, very. Important pourquoi? Parce que il est difficile d'entreprendre sans mêler la famille. Maintenant, quand la famille s'y mêle, il vaut mieux que les choses soient claires. Parce que sinon, il y aura non seulement des problèmes de famille, mais qui peuvent entraîner la dislocation de l'entreprise. Parce que, je prends un exemple, un tonton qui a son entreprise, il voit son neveu qui est au chômage. Il peut dire au neveu, bon d'accord, viens te débrouiller dans mon entreprise, d'accord? Ça permet au neveu de ne plus chômer d'un, et de deux, de se rendre utile. Mais maintenant, si le neveu arrive, et que le neveu n'a pas la bonne disposition d'esprit, le pourrait devenir un caillou dans la chaussure du tonton. Exact. Alors vous avez une entreprise et puis votre femme qui est au chômage ou bien qui est fatiguée de travailler pour les autres personnes peut dire, chérie, pourquoi ne pas me faire une place dans ton entreprise? C'est tout à fait naturel pour un époux d'employer son épouse. Exact. Mais sauf qu'il y a beaucoup de pièges à éviter. Il y a beaucoup de choses à ne pas faire et des choses qu'il faut absolument faire. Sinon, ça devient du boucan, ça devient la cour du roi Péto. On ne s'en sort plus. Hey, Seigneur. Donc, il n'est pas mauvais d'entreprendre avec la famille. Le problème, c'est qu'il faut savoir poser les bases. Et il faut que les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise sachent pourquoi ils ont été recrutés. Voilà. Et fassent leur travail. Exactement. Et n'empêchent pas aux autres personnes, si on parle de la famille, de pouvoir travailler. Comment on fait ça? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Comment créer une entreprise, comment créer une activité entrepreneuriale, associer la famille, sans que cela nous pèse. Parce que souvent, on se dit, oh, quand on met la famille, ça ne marche pas. Quand on met la famille, il y a des problèmes. Quand on met la famille va chasser les étrangers. Puis finalement, non. Il est très possible d'avoir les membres de la famille dans son entreprise et même de prospérer. Voilà. Okay. Fancy. Yes. Yes, you just said, like, I don't want to look at the difficult side. I want to ask you this question, like, maybe at the base, I don't know, maybe when you create a business that you know that in the long run you have to involve a family or friends in it. Does it mean that maybe it's supposed to start at the base, like during the creation of this business? Like when creating your business, your family, if at all you intend to, or you want to do a partnership with a family member or a friend? No, usually from the onset, there were no family members involved. Okay. But in the course of years, you may realize, for example, you have your business, and then 5 years later, your child is of age to be employed. You employ him. Okay. 10 years down the line, you start feeling tired, and you tell your wife, honey, I think I should introduce you to the business because maybe I'm becoming weaker and weaker. I can no longer supervise. So since I trust you, and you know what the business is all about, and you know how helpful this business is, I would like to involve you. Now, your wife or your husband will not come into the business to support you, all right? Which means you have to share the vision of the business with your partner, because every business has a vision. A business without a vision is not a business. Okay? There's no business without a vision. So you should be able, you the founder and the main manager should be able to explain the vision to whoever you employ, whether it's your husband or your wife, your child, your nephew or your niece. Because usually the confusion starts when family members are not aware of the vision. Right? They just jump into it and they may behave contrary to your values. Because a business that has a vision, also has values. Values
goes with vision. And so when the family members are aware of the vision, they will struggle, they will do their best to have the behavior that matches with the vision, right? So that they should not be the first people to destroy the business or to pull the business down. So share the vision. And then don't employ family members for the sake of supporting them. Let me explain. I'm not encouraging you to be selfish, no. But when there's a family member with some qualifications, check whether your business at that moment needs his or her qualifications or her experience. Because what happens is when you bring in a family member with some specific qualifications which do not match with maybe a vacancy, what happens is the person might work but without meeting expectations. And which means that you are guilty because you've employed somebody who doesn't have the skills that the company needs. But because of the blood ties, you've employed the person. Now, would you have done that if this person was not from your family? Question. So a simple rule is, whenever you want to employ a family member, ask yourself, if they were not my family, with the current qualifications I have and the experience, would I employ them? Yes or no? So don't create positions just because you want to employ family members. Because at the end of the day, you have a business to grow, not the business to destroy. And your behavior can destroy or grow your business. If I have a child who has studied communication, and I have a company, I have a farming company where I need to grow crops and then harvest and sell, and this child who did communication cannot fit in any of the jobs, what I'll do is I'll look for maybe a friend of mine who has a company where my child can be useful. Okay. Not automatically create a position to bring in my child, because my child may not be useful to my business at that point. Maybe with time, when I start doing communication and I create maybe a unit for communication, then I can bring in my child. You see? Because sometimes what family businesses fail to understand is that you don't create a position to bring in a family member. No. There must be a position available. Then you check which of my family members can fit in this position. Voilà. My wife, for example, your wife did law. Your wife has a master's degree in law, maybe in business law, and you create a legal unit in your business. Then your wife is qualified to handle the position, right? But with her legal background, you cannot send her to do your marketing, except she has studied marketing and she has the skills. Because if you take your wife, who is a legal person, with a legal background, with legal skills, you put her in marketing, she will not know what to do. Exact. And so you'll be pulling your business down because you want to favor your wife, right? So make sure that things are well balanced. I remember some years ago when I was expanding my business into Yaoundé, I had a friend of mine who came to me and told me, Francis, I have my wife who has a degree in history. Can you employ her as a teacher? I said, well, for people to work for me, there are two possible qualifications. Oui. She should have either a bilingual degree, French and English, or she must have done English modern letters. And so I was not in a position to employ, and he told me, no, but I mean, she has an advanced level, she studied English at school, and then blah, 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 just train her. I say, it does not suffice for somebody to have the will to be trained, but the person must have some qualifications, some skills. So I interviewed his wife, and just for me to find out that she was not ready to teach. She could not teach.
Right? Instead, what I did is I encouraged my friend to send her and study something at university, something business oriented, something like marketing, like sales. And so she went ahead. I think she did a postgraduate degree in marketing. And next no time, she was a qualified person to do marketing. Wow. Then she came back to me 2 years later. Then I employed her to help me develop my business. Then she was qualified. Qualifying, wow. But imagine if I had just employed her on the basis that she's my friend's wife and she's desperately looking for a job. I would have made a big mistake. Big mistake. Wow. Yeah. Donc ça veut dire que, mais est-ce que quelqu'un, quand on a pris quelqu'un dans la famille qui n'avait pas peut-être les aptitudes, Oui. elle peut devenir une autre personne aussi en même temps. Et quand on est dans ce cas de figure, par exemple, tout à l'heure tu as donné le cas de votre épouse peut avoir appris la loi, le droit, et puis vous l'employez dans la société comme quelqu'un de l'eau, du droit, les affaires juridiques de l'entreprise. Oui. Mais si quelqu'un, justement, on n'a pas fait, par exemple, comme par exemple le marketing ou le commercial, parce que on va se découvrir vendeur. Et puis maintenant, on intègre la personne dans l'entreprise. Comment donc faire pour qu'on ne se retrouve pas avec une sorte de bras cassé dans l'entreprise familiale et surtout gérer les caprices, les humeurs aussi des membres de cette famille-là. Alors, il y a ce qu'on appelle en entreprise la formation continue. La formation continue est un processus à travers lequel l'entreprise donne l'opportunité à ses employés de se former de manière régulière en développant de nouvelles compétences. Alors, lorsqu'on a un membre de notre famille qui voudrait absolument intégrer l'entreprise, mais qui n'a pas les compétences, il faut d'abord penser à sa formation. C'est très important. Il faut penser à sa formation. Maintenant, il y a plusieurs façons de pouvoir former un membre de la famille. Voilà. On peut soit l'envoyer chez un consultant qui va le former et qui va nous rendre compte de son évolution. Déjà, par exemple, vous envoyez votre frère dans un cabinet, un cabinet qui va le former, ou bien une agence marketing qui va le former pendant 6 mois, 9 mois, d'abord comme stagiaire. Après, on va apprendre les rudiments. Et quand elle sera prête, elle va revenir. Ou alors, vous avez dans votre entreprise des personnes qui ont une certaine expérience dans un domaine bien précis. Vous avez par exemple quelqu'un qui a fait du marketing, qui a peut-être 20 ans de boîte comme expert en marketing. Et maintenant, cette personne-là peut prendre votre frère, d'accord, et le former en lui enseignant les rudiments du métier. Maintenant, quand votre frère est prêt, vous l'employez. Avant ça, d'abord, vous le prenez d'abord comme stagiaire en formation. Ou encore, la voie la plus royale, c'est que vous dites à votre frère, je vais t'inscrire, par exemple, dans une université, ou dans un institut supérieur où tu vas aller apprendre ce métier et ramener un diplôme afin que mon entreprise t'emploie. Mais si la personne n'a même pas de diplôme, parce que forcément pour aller à l'université, si elle n'a pas de diplôme, alors parfois on passe par des consultants, on passe par des agences de communication, par exemple le marketing, parce que il faut que la personne ait les rudiments. Voilà. Parce que vous, le frère, qui êtes DG de la boîte, vous n'avez forcément pas les connaissances nécessaires pour former votre frère. Peut-être que votre domaine c'est la finance. Et maintenant, vous voulez employer votre frère. Maintenant, il n'a pas forcément besoin de venir apprendre la finance. Il peut venir d'abord comme assistant. Il peut faire du secrétariat. Pendant qu'il est en train d'apprendre les rudiments du secrétariat, vous l'observez. Parce qu'il faut aussi être réaliste. C'est pas parce que notre frère a besoin de travailler qu'on va lui dérouler le tapis rouge dans notre entreprise. J'ai parfois assisté à des scènes assez rocambolesques où une entreprise structurée fait venir le frère d'un DG et on le nomme directement DGA. Il n'a aucune formation, il n'a même pas une formation académique rigoureuse et il est nommé DGA.
parce qu'après son frère, c'est lui. Mais il ne comprend rien à rien. La vision même de la... Il ne connaît rien dans l'entreprise, mais parce qu'il est le frère du DG, alors on le met DGA. Exact. Ça, c'est une erreur monumentale que je déconseille formellement à mes clients, parce que quand je travaille avec mes clients, en général, on discute de leurs projets, on discute de certains secrets, et très souvent, mes clients qui sont déjà à un âge avancé pensent à un plan de succession. Et très souvent, je leur déconseille de prendre un membre de la famille et de nommer à un poste vital juste parce qu'il y a un lien de sang. Le lien de sang ne suffit pas à nommer quelqu'un à un poste crucial. Voilà. Sinon, vous vous enfoncez. Vous imaginez un DGA qui ne connaît rien à l'entreprise, qui n'a aucune expérience, qui n'a même pas des connaissances académiques suffisantes pour lui permettre de comprendre l'environnement professionnel d'une entreprise donnée. Et vous le nommez DGA. Ça veut dire que vos directeurs financiers lui rendent compte, ça veut dire que tous vos directeurs lui rendent compte, mais pour qu'il commence déjà par analyser les données qu'on lui fournit, il faut qu'il ait une certaine capacité, c'est un bagage. Mais vous le balancez juste comme ça parce que c'est votre frère, parce que c'est votre femme, parce que c'est votre époux. J'ai connu une de mes clients avec laquelle je travaillais pendant près de 5 ans. Son entreprise a fermé. Oh là là. Parce que madame, étant malade, se rend en Europe. Et pendant qu'elle est en Europe, les médecins lui font savoir qu'elle passerait là-bas un peu plus de temps que prévu, parce qu'elle partait pour 3 mois. Et étant là-bas, elle décide de donner les pouvoirs à son mari, Oula. de gérer son entreprise pendant son absence. Oh, she's a good thing, though. A priori. Monsieur n'avait aucune connaissance, Voilà. il ne connaissait rien à rien. Alors vous imaginez, il a commencé à gérer comme il pouvait, selon son intuition, Voilà. selon sa subjectivité. Voilà. Et puis, monsieur, surpris par le portefeuille client important qu'il avait, monsieur a perdu la tête, et c'est comme ça qu'il a rapidement remarqué que des femmes s'intéressaient à lui. Voilà. Ça a été Give un him the désastre. Ouais. OK. Et lorsque l'épouse revient 6 mois plus tard, elle n'a que ses larmes, Mais heureusement, c'est une femme forte qui a travaillé, qui a remonté la pente. Aujourd'hui, l'entreprise est ouverte, l'entreprise fonctionne, mais l'entreprise a beaucoup perdu. Bravo. Ouais. Monsieur Red, comment... Je veux un peu que vous nous dites un peu quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en mettant les gens de notre famille dans notre projet entrepreneurial. Et de deux même, est-ce qu'il y a un pourcentage d'insertion des gens de la famille? Parce que, comme vous avez dit au début, on ne peut ne pas créer une entreprise sans mettre quelques gens de la famille qui sont talentueux. Mais est-ce qu'il y a un pourcentage? D'accord. Alors, quelques problèmes qu'on observe lorsque des membres de la famille travaillent dans une entreprise familiale, c'est qu'il y a d'abord le non-respect des procédures. Je vais m'expliquer. Alors, si tu veux, tu vas la fermer. les frères, alors les membres de la famille ont l'impression que les procédures qui sont en place, Ils doivent passer outre. voilà, sont faits pour les autres. Voilà. Et que eux, ils bénéficient Un certain statut. d'un statut de privilégié. Une immunité parlementaire. Alors, le frère du DG veut se déplacer. Pourquoi il va demander une permission au RH? Voilà. Pourquoi? Lui, le frère du DG, mais non, c'est impossible. La femme du DG veut aller en congé. Les ressources humaines constatent simplement qu'elle est absente. Et quand elle rentre de congé, lui administrer une demande d'explication, c'est compliqué. Parce qu'elle peut se fâcher, dire à son mari, mais chérie, on m'a donné une demande d'explication alors que j'étais en congé et tu m'as donné le billet d'avion. Vous voyez,
les procédures, c'est pour tout le monde. Ça, c'est le premier point, non-respect des procédures. Deuxièmement, les membres de la famille ont l'impression que respecter les autres, pour eux, n'est pas une priorité. C'est-à-dire qu'ils travaillent en entreprise comme s'ils travaillaient à la maison. D'accord? Le frère ou le cousin, par exemple, du DG, il peut aller voir le DG à tout moment. Il n'annonce pas. Et l'assistante du DG, par exemple, si elle le bloque, il se fâche et il dit « Je verrai mon frère à la maison ». Vous voyez? Donc, il faut que le respect des procédures, il faut que le respect de la hiérarchie soit une priorité absolue. Et que chaque fois que le membre de la famille ne respecte pas une procédure, il faut frapper. Il faut sanctionner avec la dernière énergie. Comme ça, ça ne se reproduira pas. Et il faut faire savoir à tout le monde dans l'entreprise que le lien de parenté qui existe entre vous et ces membres de la famille-là ne signifie pas qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi parfois des cabales qui sont orchestrées par les membres de la famille. Et les non-membres de la famille, parfois, ont peur de se prononcer. Parce qu'ils se disent, ah, c'est le cousin du DG, c'est le frère du DG, c'est la sœur du DG. Et donc, ces frères et ces sœurs-là, parfois, se sentent investis d'un pouvoir, un pouvoir mystérieux, un pouvoir occulte. Vous voyez, quelqu'un n'a pas un grand poste, mais il a un pouvoir inimaginable. Il est coursier, mais il est plus important que le directeur financier. Il est quoi? Je veux dire, il est agent marketing, mais il a plus de pouvoir que son chef, qui est le directeur marketing. Vous voyez un peu? Donc, il faut que les choses soient organisées et que tout soit délimité. Si le frère du DG est coursier, qu'il soit coursier et qu'il n'ait pas plus de pouvoir qu'un coursier. Si la femme du DG est assistante de direction, elle gère l'assistanat de son mari, elle est là comme assistante. Elle n'a pas à scruter les rapports que son mari a avec les autres femmes de l'entreprise. Parce que souvent, parce que l'assistante de direction du DG, c'est son épouse, alors elle intimide toutes les femmes de l'entreprise. Au point parfois même de bloquer les carrières des unes et des autres. Ça ne peut même pas manquer les femmes. Donc ça c'est grave. Bon, maintenant, la deuxième question, est-ce qu'il y a un quota? Non, il n'y a pas de quota. Mais rassurez-vous que votre entreprise sera toujours performante. Voilà. Parce que souvent, quand il y a trop de membres de la famille, ça devient très familier et très familial. La réunion familiale. Et à ce moment-là, parfois, les étrangers qui sont là ne sont pas à l'aise et ne donnent plus de leur temps. Vous voyez, ils travaillent moins parce qu'ils se disent que, en tout cas, c'est leur entreprise. Moi, je vais juste chercher mon argent à la fin de chaque mois. Ok. Voilà, on va poursuivre, il est 11h38. Allons redécouvrir le Vox Pop du jour et puis on revient juste après. Je vais vous dire que pour commencer une affaire, il faut éviter de mettre sa famille dedans parce que c'est la famille qui est même la source de nos problèmes. Si on veut évoluer, il faut évoluer avec les étrangers et intégrer la famille quand l'affaire est déjà vraiment enracinée dans l'environnement sur lequel on se trouve. Oui, quand on est entrepreneur ou quand on a une idée entrepreneuriale qu'on veut mettre sur pied, l'erreur à éviter, c'est d'impliquer entièrement toute la famille. Si autour de vous, vous avez des personnes compétentes qui peuvent vous aider à vous accompagner, qui peuvent vous accompagner dans votre entreprise, vous prenez la personne. Mais si la personne ne peut pas vous aider, il est préférable de laisser la personne à la maison, quitte à ce que vous lui donnez l'argent
que vous prétendiez lui donner dans l'entreprise, qu'il reste à la maison, mais que vous preniez la personne indiquée, capable de pouvoir vous accompagner dans votre idée entrepreneuriale. Et je crois que c'est ça qu'il faut éviter. Et vous voyez, beaucoup de sociétés se retrouvent dans ce genre, se retrouvent à tomber, comme on le dit souvent au quartier. Pourquoi? Parce que les gens, on prend quelqu'un qui n'est pas compétent, on met à la place, il n'arrive pas à produire, il n'arrive pas à travailler. Et quand on veut parler, on dit non, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille, je vais faire comment de la famille. Et quand l'entreprise chute, à ce moment, c'est vous le mauvais. On ne voit pas ce que lui il a fait pour que l'entreprise chute. C'est vous, l'entrepreneur, qui devient mauvais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu tenir votre entreprise. Vous avez fait en sorte que les membres de la famille qui devaient travailler avec vous n'ont pas pu avoir de l'emploi et autres, tout et tout et tout. Sans savoir que ce sont ces membres incompétents qui vous ont conduit à la ruine. Donc il est préférable de prendre des personnes compétentes pour pouvoir mener à bien les activités. Et la famille, vous vous occupez comme vous pouvez avec les bénéfices que ceux qui ont la compétence peuvent vous permettre d'avoir et faire en sorte que l'entreprise aille de l'avant. Déjà, il faut éviter les membres de la famille au sein du business. Parce qu'ils viennent là sans aucune pression. Même si tu vends, ils ne vont pas trop prendre ça au sérieux parce qu'ils savent que tu es le frère. Donc du coup, pour eux, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Par contre, eux, ils ne savent pas comment tu fais pour avoir ça. Donc du coup, s'il faut donner un conseil à ceux qui veulent faire avec la famille dans le gagne-pain, c'est vraiment d'éviter de collaborer avec les frères. Si c'est le cas même, il faudrait que tu aies un truc que bon, tu as dit que bon, ça c'est que si la famille veut venir s'ingérer dedans, qu'ils le fassent. Mais sinon, un truc vraiment que tu sais que c'est ça ton devenir, c'est ça ton gagne-pain, c'est ça. Tu dois vraiment éviter la famille. Pour ma part, pour éviter que l'affaire ne tombe pas, c'est associer la famille. Parce que c'est une grave erreur quand vous faites quelque chose en associant les membres de la famille. Ils ne sont pas là pour travailler. Pour la plupart des temps, ils sont là pour seulement bouffer de l'argent. Si jamais ça aboutit à quelque chose, tous sont seulement là à mission. Vous allez d'abord faire quoi? C'est peut-être l'aîné de la famille, le grand frère réussi. Moi, je veux faire comment? Chacun vient puiser sa part, chacun vient puiser sa part. Et à la longue, vous devez encore tomber en faillite. Donc, il ne faut pas faire avec les membres de la famille. Il faut chercher un peu les gens éloignés et les gens qui ont déjà un peu une maturité dans ce que vous voulez faire. Francis. Alors, tous ont vraiment dit des choses assez pertinentes. Alors, ce que je voudrais préciser ici, c'est que il n'est pas interdit de travailler avec les membres de la famille. D'accord. Ou n'évitez pas absolument de travailler. Parce que dans la famille, il y a des personnes compétentes. Oui. Dans la famille, on peut même avoir des personnes plus compétentes que les personnes étrangères. Mais le problème, c'est que il faut pouvoir mettre en place des procédures et tout le monde doit respecter les procédures. C'est-à-dire que la vision de l'entreprise, tout le monde la respecte. Que vous soyez le fils du fondateur, sa femme, son frère, sa soeur, son neveu, son père. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami de nationalité indienne qui est basé ici à Accra depuis plusieurs années et il emploie son père à lui. Son père travaille dans l'une de ses boutiques. Et quand vous arrivez chez ce monsieur-là, quand il vous sert, quand il travaille, vous ne pouvez pas imaginer que c'est le fils qui emploie le père. Mais le père arrive à l'heure, le père travaille et à la fin du mois, il a son salaire. D'accord? Alors, on peut faire pareil chez nous ici. Parce que le problème, c'est qu'il y a parfois des membres de nos familles qui ont la compétence. Maintenant, il faut seulement qu'on soit rigoureux envers eux. Si vous êtes le DG, quand vous nommez un RH, lorsque vous devez employer un membre de la famille, demandez-lui d'envoyer le CV au RH et non à vous. Maintenant, il vous revient peut-être de dire, ouais, RH, d'accord, vous recevez un CV de telle personne, c'est mon cousin, c'est ma cousine, j'aimerais lui donner une chance. Mais l'entretien, c'est vous qui le passez. Et il sera sous vos ordres. Moi, je suis le big boss et il n'a pas à venir me voir pour quoi que ce soit. D'accord? Quand vous dites ça,
Et maintenant, lorsque le cousin ou la cousine décroche l'emploi, vous lui dites, vous travaillez sous les ordres de telle personne. Et si la personne n'est pas contente de vous, elle a le droit de faire tout ce qui lui plaît. Donc soyez clair dès le départ. Le problème, c'est que parfois, on veut à la fois prendre les membres de la famille, les mettre assez proches de nous et en même temps leur demander la compétence. Non. Il faut même les éloigner. Si votre femme, sa compétence, c'est d'être votre assistante de direction, qu'elle soit assistante. Si elle est agent marketing, qu'elle soit agent marketing. Mais ne faites pas en sorte que votre femme qui n'a aucune compétence, que vous la nommez directrice financière. Parce que vous dites que non, l'argent ne doit pas sortir n'importe comment. Non. Parce que si votre femme, si elle sait qu'elle occupe ce poste-là, juste parce qu'elle est votre femme, ben, elle fera n'importe quoi. Mais si elle sait qu'elle est là parce qu'elle a une compétence, alors elle va se respecter et elle fera du bon travail. Et en général, même pour les conjoints, il y a un secret pour les conjoints. Employez votre conjoint après qu'il ou elle ait travaillé ailleurs. D'accord? Évitez que votre entreprise soit la première expérience de votre conjoint. Évitez cela. Si vous voulez employer votre femme, rassurez-vous qu'elle a d'abord travaillé ailleurs. Donc, elle a développé un esprit professionnel et c'est ce qu'on appelle le travail. Maintenant, donc, vous pouvez donc la débaucher pour qu'elle vienne chez vous. Mais quand elle vient chez vous, elle va vous enrichir. Mais si son premier poste de travail, sa première expérience, c'est chez vous, vous voyez, elle n'a aucune expérience et elle peut confondre beaucoup de choses. N'ayez pas peur. Votre femme, par exemple, est comptable. N'ayez pas peur qu'elle rende compte au directeur financier. Parce que c'est lui son chef hiérarchique. Vous êtes son mari, d'accord? Mais qu'elle ne vous rende pas compte. Parce que quand elle vous rend compte, elle a l'impression que le directeur financier, qui est son chef hiérarchique, n'a pas de valeur à ses yeux. Donc en fait, tout dépend du niveau de rigueur. J'ai vu en Afrique du Sud, par exemple, j'ai vu des familles qui gèrent un business où tous les membres, où tous les employés sont de la même famille. C'est des cousins, des oncles, des tantes. Mais tout est tellement bien réglé là-bas qu'un jour, par exemple, le DG qui était, par exemple, un de mes amis, qui a fait une école de coaching avec moi, m'a dit un jour qu'il a viré sa tante pour insuffisance de résultats. Et je lui ai dit, mais comment tu as fait ça? Il dit, c'est la soeur de ma mère. Mais à un moment donné, elle ne produisait plus de résultats. Je lui ai fait des demandes d'explication. Elle a pris les engagements qu'elle allait travailler. Au bout de certain temps, elle ne travaillait plus. Il dit, j'ai viré ma tante. Je dis, mince. Et après, j'ai compris qu'en fait, il était sur la bonne voie. Parce que si sa tante avait continué à travailler sans produire des résultats, l'entreprise se serait enfoncée. Well, first, let me ask a question. What if, how do you maintain your relationship with your family member or friend, if at all your business engagement with either of them goes south? Well, my brother is my brother. Whether my business works or not, my brother is my brother. My cousin will always be my cousin. But what happens is we should be... I'll tell you a story. I employed a cousin of mine, and when he came to work the first time, he heard everybody calling me Francis, and he calls me uncle. Okay. And he called me, one of the other people, uncle. I called him in my office. I told him, Bobo, I'm sure it will be hard for you to call me Francis, because you are my nephew. But please, if you call me uncle, do your best to call me uncle all the time. So that people will see that you call me uncle because you are my nephew, not because I favor you. And throughout, he worked for me for 2 years, and throughout his term with me, he always referred to me as uncle. And sometimes when he was outside, he would tell people, my boss, my boss, my boss. But in the company, he used to refer to me as uncle. Uncle. So your blood ties cannot change because of business. That's why it's important to not to take your business relationship into the family.
When you're in the family setting, behave as siblings. And when you step into the business environment, behave as colleagues and collaborators. I remember at some point I used to employ my sisters. I employed three of my sisters, including one who was a teacher. And one year I was celebrating my 35th birthday. That morning, they called me at home in the morning to wish me happy birthday. And when they came to the office, they contributed with other colleagues to buy cake, to buy a card. They behaved as if they were not aware of my birthday. And at the office, we celebrated my birthday very well. And then at the weekend, they came home with presents. So they came home with presents to honor their brother, not to honor the boss. But at the company, they honored the boss. Not the brother, right? So you must make this difference. I know it's hard because sometimes you are tempted to behave like the boss wherever you are, or like the brother wherever you are. Just like some sisters who employ their sisters, they become sometimes too authoritative because they are the bosses of their sisters at work. But they forget that in the family circle, it's no longer boss. It is sisterhood. Yes. Now, briefly, what are some strategies to maintain a professional boundary while working with a law firm? Yeah. The first thing is a process. You must have process in your company. Don't decide based on people. Process makes it possible to align everybody. Ça, c'est vrai. To take permission, this is the process. To claim your salary, this is the process. To claim a promotion, this is the process. To claim a bonus, this is the process. You must have a process for everything, and let everybody be subject to the process. If somebody does not respect the process, let them be sanctioned. That's it. Whether it's your brother, your sister, your cousin, or whosoever. Because that's where problems start. Yeah. The boss's brother can take permission on the phone. While you can't take permission on the phone. You must apply. The boss's cousin, if they are ill, they can have a package for the health care. But you can have that very package. That's it. So this injustice, the boss can decide, okay, to give money to his brother who is ill at home. But at the office, everybody must be subject to the same procedure. Voilà. Right? So if you do that, you have less problems. And the family member who cannot abide to this, out. Just kick them out, very, very simply. Because it is one person who does not abide by all of this who brings disorder. Okay. Nous autres, quand on part chez un membre de la famille qui a une boutique, on achète tout simplement. Et quand ils sont malades, on vient administrer les soins, on fait les pansements, genre. Est-ce une raison, est-ce une erreur de notre part? C'est Nadège Tchayon qui envoie ce message. Alors, vous devez avoir des procédures. Lorsque un membre de votre équipe est malade, c'est quoi la procédure? Avez-vous une assurance maladie pour tout le monde? Parce que s'il n'y a pas d'assurance maladie, alors c'est très grave. Déjà, comme entreprise, c'est très grave. Maintenant, s'il y a une assurance maladie, tout le personnel doit bénéficier de la même couverture d'assurance sanitaire. Je dis bien tout le monde. Si c'est 40-60, si c'est 50-50, tout le monde. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, l'assurance, c'est... On dit souvent quoi? C'est 20-80. C'est-à-dire que l'assurance prend 80 et l'employé prend 20. Mais quand c'est un membre de la famille du boss, c'est 100%. Non. Non. Parce que vous faites croire aux gens que votre famille est plus importante.
Et quand on découvre ça, à un moment donné, les employés commencent à manifester, c'est-à-dire à moins travailler et à demander à vos membres de famille de faire le travail. Parce qu'ils vont se dire, comme c'est vous qui prenez le plus d'assurance que nous, comme c'est à vous qu'on offre les bons de carburant, comme c'est vous qu'on envoie en mission régulièrement, alors faites le travail. Mais Francis, ici, je crois qu'elle pose la question, elle est dans le domaine de la santé. Oui. Et quand elle va dans la boutique de ses frères, elle achète, mais Non, quand elle ses paye. frères, elle paye. Elle paye. Maintenant, quand c'est ses frères qui viennent là où elle travaille, ses frères veulent le job. Non, Elle demande donc si c'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est même pas une erreur. C'est la mauvaise foi. Is it a hospital? C'est la mauvaise foi. Nadège devrait demander à ses frères de payer comme tout le monde. Voilà. Maintenant, s'ils payent régulièrement, elle peut les faire de petits bonus. Voilà. Mais évitez, parce que votre entreprise a besoin de l'argent de vos clients pour pouvoir grandir. Voilà. Mais si vous donnez à vos frères gratuitement, vous allez faire un trou dans la caisse de l'entreprise. Et c'est votre salaire qui va permettre de compenser cela. Donc, demandez à vos frères de faire l'effort. S'ils vous aiment, Nadège, si vos frères vous aiment, qu'ils fassent l'effort de venir payer aussi, de venir payer pour les services. Là où on travaille. Oui. En tout cas, merci beaucoup Francis. 11h56. C'était vraiment très très enrichissant. C'est ce thème qu'on a échangé aujourd'hui. Ça va nous éviter de commettre certaines erreurs. Oui. Voilà. Les membres de la famille, c'est bien de travailler avec, mais il faut de la compétence. Il faut la compétence. Et s'il n'y a pas de compétence, on les forme. On les forme. Voilà. Et si on ne peut pas les former, dépanner au quartier de temps en temps. Aïe. Retrouvons Francis sur les réseaux sociaux. Voilà, Francis Serrette sur Facebook et puis francisserrette.com quand vous tapez Google. www.francisserrette.com. Vous allez avoir vous aurez toutes les activités que Francis fait et vous aurez tout le coaching et ses livres aussi. Il faut rappeler que c'est un écrivain. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. La prophétesse Ngono Geneviève Ekani sera avec nous. L'équipe complète, Calvino, Catherine Connet, CCA seront là pour vous accompagner. Allez, on se dit à demain, les amis. See you tomorrow. See you tomorrow. Francis, Bye bye. see you on Wednesday. Et Francis, à mercredi prochain. Dieu vous Have a bénisse. wonderful stay in the company of our program.